troisième partie de notre émission avec Territoire Sénat, l'actualité parlementaire et politique avec les titres de cette actualité ce matin. Rebonjour Saveria. Bonjour à tous. Dernier jour pour la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. On ne sait pas encore quand les sénateurs rendront leur rapport final. Ils promettent en tout cas des préconisations sévères pour éviter de nouveaux dysfonctionnements. Marlène Schiappa prise à partie hier après l'annonce de sa participation à l'animation d'une émission de Cyril Hanouna sur le grand débat. On ne répond pas à des problèmes de 2019 avec des solutions de 1999, estime la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Parcoursup épinglé pour manque de transparence et pratiques discriminatoires. Un sénateur communiste réclamait la publication des algorithmes mis en place par chaque université jugée discriminants par les lycéens de banlieue. Le défenseur des droits vient d'appuyer sa demande. Le nombre de morts sur les routes secondaires aurait diminué de 13% sur les 6 derniers mois de l'année, annonce de Laurent Nunez hier devant les sénateurs. Ce sont des chiffres provisoires, mais ils sont importants en pleine polémique sur les 80 km/h. Et alors qu'Emmanuel Macron se dit ouvert à une réflexion sur l'efficacité de la mesure, je vous propose justement d'écouter le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Ce débat, donc, il va s'ouvrir avec cette thématique importante, certes de la mobilité, mais aussi de la lutte contre l'insécurité routière, qui reste une préoccupation forte et un axe fort de la politique de ce gouvernement. Dans ce débat, il faudra avoir 3 choses en tête. La première, et vous nous interrogez sur l'efficacité de la mesure, il convient bien évidemment d'être prudent, mais selon les premiers chiffres provisoires dont nous disposons, sur ce réseau secondaire, entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018, le nombre de morts a baissé de 13% par rapport à l'année 2017. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la commission sénatoriale sur l'affaire Benalla, Saveria. Voilà, avant de recevoir Samuel Le Goff pour un éclairage, je vous propose d'écouter la réaction d'Éric Kerrouche, un sénateur socialiste. C'était hier lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Moi, je pense que soit il ment, soit il ment. Et on a un vrai souci. Il y a C'est un trop vrai de cas de parjure contradictions. pour vous. Écoutez, ou alors peut-être que nous n'avons pas bien compris l'ensemble des éléments qui nous ont été apportés, mais quand vous avez un ensemble de contradictions, et pas seulement chez Alexandre Benalla, chez la plupart des protagonistes de l'histoire, ça veut dire qu'il y a un souci derrière cette histoire. C'est moi. Samuel Le Goff, soit il ment, soit il ment. Il est là le principal enseignement de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Alexandre Benalla a menti. Ça, ce sera la justice éventuellement à d'autres enquêtes de le déterminer. Mais effectivement, la façon dont se sont passées les 2 auditions ont montré qu'il y avait une confrontation, qu'il y avait une volonté d'Alexandre Benalla de construire son histoire, de protéger des gens, de prendre éventuellement sur lui. Donc là, on est dans une affaire ultra-politique, donc forcément, chacun a sa version et les sénateurs défendent la leur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la commission d'enquête qui a donc duré 6 mois, cette enquête sur l'affaire Benalla. Comment vous jugez le déroulé du travail sénatorial là-dessus ? Ils ont été au bout des pouvoirs qu'ils avaient, c'est-à-dire ils ont auditionné, parfois, plusieurs fois, certains protagonistes avec des questions très pointues. Et c'est là qu'on voit un peu les limites de l'exercice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne leur reste plus qu'à rendre leur rapport. Alexandre Benalla s'est quand même bien défendu, avec un aplomb assez impressionnant, a fait face à des sénateurs qui étaient assez remontés. Et on le voit avec Éric Kerrouche, ils veulent creuser, mais ils vont rendre leur rapport et ensuite, c'est la justice qui pourra éventuellement sanctionner. Donc le Sénat ne peut que proposer des réformes sur le sujet. Est-ce qu'on sait déjà un peu ce que va contenir ce rapport et surtout, est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il sera disponible ce rapport ? Quand est-ce qu'il va être rendu par les sénateurs ? Alors je pense qu'ils se donnent le temps, puisque les pouvoirs qu'ils avaient expirent effectivement en ce moment, mais ils n'ont pas de délai pour rendre leur rapport. Je pense qu'ils choisiront un moment opportun médiatiquement pour essayer de donner à nouveau un éclat à leurs conclusions. Mais là-dessus, on n'a pas encore de date. En tout cas, à votre sens, il n'y a aucune raison aujourd'hui pour que les sénateurs décident aujourd'hui de poursuivre le travail de la commission d'enquête sous la forme, dans ce cas-là, d'une mission d'information. Il ne va pas avoir de nouvelles auditions. On a bien vu hier qu'il n'y avait plus grand-chose à tirer d'auditions d'Alexandre Benalla ou d'autres protagonistes. Ils ont déjà dit tout ce qu'ils avaient à dire et on se heurterait à des « je n'ai pas à répondre »,« j'ai déjà répondu ». Donc là, on est allé au bout de l'exercice. Une dernière question. Comment vous jugez que les sénateurs ont géré cette ligne de crête
particulière sur laquelle ils ont dû travailler, c'est-à-dire de ne pas empiéter sur l'information judiciaire en cours. Il y a eu Ça, c'est un exercice réussi, à votre sens? Globalement, oui, puisque ils n'ont pas mis en difficulté les enquêtes de justice. C'est-à-dire que quand il y avait des questions qui pouvaient un peu empiéter sur la justice, le président Bas recadrait, expliquait que non, on n'est pas dans le champ. Y compris sur la question des passeports diplomatiques, parce qu'on a vu avant-hier que c'était justement compliqué. Il y a eu beaucoup de questions des sénateurs sur l'obtention de ces passeports, et à chaque fois, Alexandre Benalla s'est retranché derrière l'information judiciaire en cours. Oui, parce que la justice est allée plus vite que les sénateurs. C'est-à-dire que l'affaire a été révélée, les sénateurs ont lancé un nouveau cycle, sauf que Alexandre Benalla a été mis en examen quelques jours avant l'audition. Donc à partir du moment où une enquête est en cours sur ce point des passeports diplomatiques, effectivement, ça fermait un peu l'angle pour les sénateurs. Il a eu raison, Alexandre Benalla, de ne pas répondre à ces questions. C'est ça que vous nous dites. Il a utilisé la possibilité, effectivement, on ne peut pas lui reprocher d'affirmer qu'il y a une enquête de justice en cours et que donc il ne veut pas empiéter là-dessus. C'est difficile pour les sénateurs de relancer et d'amener encore de nouvelles questions. Merci Samuel Le Goff, merci beaucoup. La télévision a beaucoup compté aussi? Ah bah oui, l'aspect médiatique et visible des auditions était quand même le principal outil que les sénateurs ont utilisé. Mais ça sert aussi à ça, une commission d'enquête, à donner de l'éclat et de la visibilité à un sujet. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, Marlène Schiappa, prise à partie hier aux questions d'actualité après l'annonce de la participation à la co-animation d'une émission avec l'animateur Cyril Hanouna, émission sur le grand débat. On ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999, estime la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous propose de l'écouter. Pardon de mon étonnement, mais je trouve assez surprenante l'espèce de mise en abîme dans laquelle vous nous plongez, parce que vous déplorez que l'on parle à Cyril Hanouna et vous-même, vous consacrez votre temps de parole au Sénat à parler de Cyril Hanouna. Ça me semble assez surprenant. Vous auriez pu parler de sujets dits sérieux, comme par exemple la semaine... Suivez, mais faites dans la modération pour une fois, hein. Madame la sénatrice, il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent toutes les semaines l'émission de Cyril Hanouna. Est-ce que ces centaines de milliers de personnes sont des citoyens comme vous et moi, comme les gens qui écoutent France Culture, comme les gens qui regardent Arte? Le grand débat national voulu par le président de la République et organisé par le gouvernement sous la surveillance des garants, sous l'autorité du Premier ministre pour l'organisation de ce débat, est d'ailleurs très bien organisé par mes collègues Emmanuel Vargon et Sébastien Lecornu, dont je veux là saluer la mobilisation exceptionnelle en un temps record. Eh bien, ce grand débat national, il vise à parler à tous les citoyens. Il n'y a pas de citoyens de seconde zone, Madame la sénatrice. Voilà, et on poursuit dans l'actualité à droite, une tête de liste par défaut aux européennes. Il est le choix du patron du parti Laurent Wauquiez pour les européennes. Pourtant, François-Xavier Bellamy fait polémique au sein même des Républicains. Cet inconnu du grand public devrait être désigné candidat d'ici fin février. Regardez ce sujet de Jérôme Rabier. Il est le grand favori pour prendre la tête de liste des Républicains aux élections européennes. François-Xavier Bellamy, 33 ans, philosophe, aurait été choisi par Laurent Wauquiez pour mener son camp à cette élection. Et le patron du groupe au Sénat est sur la même longueur d'onde. Je trouve que François-Xavier Bellamy serait un bon tête de liste pour deux raisons. La première, c'est un renouvellement, il est jeune, et surtout c'est les convictions, c'est la refondation à partir des idées. Problème pour certains, ses positions sur les sujets de société. Élu à Versailles, opposé personnellement à l'IVG et très en vue lors de manifestations de la Manif pour tous, il incarne une droite conservatrice, même s'il ne sera pas seul sur la liste. C'est un jeune brillant qui défendra ses idées sur les aspects peut-être un peu plus conservateurs sur le plan des mœurs, de la vision de la famille. Mais je pense que, en tout cas moi personnellement, ça me convient tout à fait. Et sur d'autres sujets, eh bien, nous verrons bien, il y aura d'autres personnes sur la liste pour défendre et essayer de rassembler le maximum de Français possible sur cette ligne-là. Mais sa candidature provoque des débats importants dans le parti et la droite plus sociale met en garde.
Attention à ne pas transformer les Républicains en un petit parti conservateur. Il faut un candidat le plus consensuel possible qui incarne bien une Europe qui protège et qui ait des positions qui aillent dans ce sens et qui ait, si possible, une connaissance assez forte des problèmes européens. Voilà mon avis. Une position partagée par Gérard Larcher qui a publiquement fait part de ses réticences. Mais difficile de trouver des candidats expérimentés pour lui faire face. La commission d'investiture prévue mardi prochain risque d'être animée, malgré le peu de suspense sur cette désignation. Parcoursup épinglé pour manque de transparence et pratiques discriminatoires. Un sénateur communiste réclamait depuis un an la publication des algorithmes mis en place par chaque université, jugés discriminants par les lycéens de banlieue. Le défenseur des droits vient d'appuyer sa demande. Regardez ce sujet de Samia Dechir. Les universités utilisent bien des algorithmes locaux pour sélectionner les candidats. Des algorithmes dont on ne connaît pas les critères, dénonce le défenseur des droits. Saisi entre autres par des syndicats étudiants et des élus, Jacques Toubon a rendu sa décision hier. Parmi ses recommandations, prendre les mesures nécessaires afin de rendre publiques toutes les informations relatives au traitement, y compris algorithmiques, afin d'assurer la transparence de la procédure. Le défenseur des droits donne donc raison aux opposants à Parcoursup. Parmi eux, le sénateur Pierre Ouzoulias dénonce depuis un an ces algorithmes locaux dont le gouvernement niait l'existence. Maintenant, il y a besoin de restaurer la confiance. La confiance des candidats, des candidates par rapport à Parcoursup, et puis aussi la confiance du ministre et de ce gouvernement par rapport à la représentation nationale. Il n'est pas normal que pendant un an, on nous a affirmé que ces algorithmes n'existaient pas, alors que maintenant, on a appris qu'il y en avait eu environ dans 25% des filières. Autre inquiétude partagée par le défenseur des droits, la discrimination des bacheliers en fonction de leur lycée d'origine. Jacques Toubon recommande tout simplement d'interdire ce critère en anonymisant les dossiers des candidats. Ça sort très bien. Voilà, deuxième interview politique de cette émission dans un instant avec le face-à-face. Bonjour Anne-Catherine Loisier, vous êtes sénatrice centriste de la Côte d'Or. Merci d'être avec nous sur ce plateau ce matin. Bonjour, Laurent Nunez a annoncé hier, on vient d'en parler, une baisse de 13% du nombre de morts sur les routes secondaires sur les 6 derniers mois de l'année. Est-ce à dire que les 80 km/h, ça marche, ça fonctionne ? Alors je crois qu'il y a une pédagogie depuis un certain nombre d'années en direction des automobilistes pour sensibiliser effectivement à des pratiques, à un comportement de prudence. Donc peut-être que tout le débat autour des 80 km/h qui ont là aussi mis l'accent quand même sur les dangers, sur la mortalité, ont produit leurs effets. Mais je pense que l'adaptation finalement de ce dispositif sur l'ensemble du territoire est aujourd'hui clairement remis en cause. Emmanuel Macron, le président, s'est dit ouvert à une réflexion sur l'efficacité de la mesure. Il l'a dit lors du premier grand débat. Est-ce que vous souhaitez qu'on revienne sur cette mesure ? Oui, le Sénat donc a clairement fait des propositions en ce sens il y a quelques semaines, en proposant d'associer davantage les territoires, et notamment donc en l'occurrence les départements, sur la pertinence d'adapter la vitesse sur tel et tel itinéraire. Je pense que c'est vraiment une solution. Il faut faire du bon cas sens. par Mais cas. bien sûr, je pense que l'option n'est pas forcément mauvaise. Les 80 km/h, c'est une question, mais pas forcément partout. Voilà. Le grand débat, vous étiez hier présente aux questions d'actualité au Sénat. Marlène Schiappa, on l'a vu, on vient de le voir, a été chahutée à propos de la participation à la co-animation d'une émission avec Cyril Hanouna. Est-ce que ça vous choque qu'une ministre co-anime ce type d'émission ? Je m'interroge, est-ce bien le lieu ou en tout cas l'occasion idéale pour débattre de ces sujets de fond dans lesquels, on l'a vu, on a besoin vraiment d'explications, on a besoin vraiment d'un échange. Moi, je constate au quotidien sur les marchés, dans les manifestations publiques, nous, élus des territoires, nous rencontrons la population et on a l'occasion de répondre à leurs questions d'une manière vraiment ciblée, adaptée, pragmatique. Donc non, franchement, je pense que ce dossier n'est pas un grand show, voilà. Et il n'a pas sa place. Donc elle a tort, Marlène Schiappa ? À mon avis, oui. Très bien. Le grand débat, vous en parlez dans votre rôle d'élu local, sur les marchés, vous rencontrez les Gilets jaunes. Est-ce que ce grand débat, tout d'abord, c'est la bonne réponse à la crise actuelle ? Je pense que les Français aspirent au débat. Et d'ailleurs, en dehors de... Donc ça va marcher, ils vont y participer.
En tout cas, moi, ce que je constate en tant qu'élu, parce qu'on ne débat pas depuis aujourd'hui, hein, enfin, je veux dire, quand on est élu issu des territoires, au quotidien, on va dans des réunions, on répond à des questions, on est sollicité. Donc le débat, on le fait en permanence. Là, ce que demandent en fait les citoyens et les Gilets jaunes, c'est un débat où ils soient entendus, écoutés par le gouvernement, en l'occurrence pour le moment, essentiellement le président de la République. Donc c'est là où le focus est... Voilà. Donc oui, moi, je souhaite qu'il y ait ce débat parce que je pense que pour reconstituer un ciment, une cohésion sociétale, il faut qu'on rediscute ensemble des grandes orientations, de ce qu'on veut, qu'est-ce que doit être la France de demain, quelles sont les valeurs, qu'est-ce qu'on partage et dans quelle direction on avance tous ensemble. Donc oui, ce débat, il est important. Moi, pour ma part, j'essaie de participer quand on me sollicite. Mais je pense qu'il est quand même ciblé aujourd'hui et qu'il y a une interpellation du gouvernement et du chef de l'État. Et pour le moment, il y a une attente de réponse. Et pour l'instant, cette attente n'est pas... le chef de l'État n'y répond pas assez? Non, parce qu'effectivement, vous évoquiez tout à l'heure les 80 km/h. 6 heures de débat avec les élus locaux, avec les maires, c'est pas suffisant. Non, mais on voit que les grands sujets qui sont la meilleure redistribution des richesses, l'avenir des territoires ruraux, sur ces grands sujets-là, pour le moment, le président n'a pas montré d'inflexion de sa part. Voilà. Alors, il nous parle effectivement des 80 km/h, d'un certain nombre de choses, des cartes d'identité sur les territoires. Ce sont des sujets importants sur les territoires, mais c'est pas là l'essentiel du mouvement. Justement, vous êtes une élue locale, une élue des territoires. Cette crise, c'est avant tout justement un symptôme de la fracture territoriale entre la France rurale, la France des territoires et la capitale. Alors je pense qu'il y a plusieurs fractures. Il y a effectivement les territoires, mais il n'y a pas que cela parce que on voit bien les Gilets jaunes se mobilisent aussi sur certaines grandes métropoles. Donc au-delà de cela, je pense qu'il y a un vrai malaise au sens, je le disais tout à l'heure, de la redistribution des richesses. Donc c'est une justice fiscale, ça a été dit, une justice des territoires, oui, mais une justice fiscale. Et je pense que le malaise, il est surtout là-dessus. Moi, j'entends surtout des difficultés relatives à des situations, des familles qui travaillent, qui n'y arrivent plus et qui n'ont plus d'espoir. Donc le malaise, il dépasse la fracture territoriale. Il y a aussi également une fracture numérique qui peut être un facteur d'inclusion ou au contraire d'exclusion. Oui, alors cette fracture numérique, moi, c'est effectivement un sujet qui me tient à cœur parce que dans les territoires ruraux, on voit bien la fermeture d'un certain nombre de services publics avec l'argument systématique, oui, mais vous aurez des accès en ligne. Sauf il y a eu un rapport du défenseur des droits. Oui, tout à fait. C'est vraiment un sujet d'actualité. D'ailleurs, moi, dans le cadre de mon rapport budgétaire, j'avais insisté sur l'inclusion numérique parce que je dirais que parallèlement au développement des services numériques, on voit grandir cette fracture sur les territoires avec des gens qui ne peuvent plus avoir accès aux services. Et ça je pense, ça nourrit quelque part, et ça nourrit ce malaise et cette inquiétude par rapport à l'avenir, puisque ces gens-là se disent, mais nous, comment est-ce qu'on va faire demain pour avoir accès à ces services qui ne seront plus de proximité? Pour terminer, je voudrais dire un mot sur les enjeux forestiers, parce que c'est une question sur laquelle vous travaillez beaucoup. On dit que l'ONF, l'Office national des forêts, est en faillite. Est-ce que c'est vrai? Alors, n'est pas en faillite, il a atteint son plafond d'endettement, je dirais. Voilà. Mais c'est un sujet, moi, qui me semble important et en lien avec tout ce qu'on vient d'évoquer. Oui, parce que les enjeux forestiers font partie, effectivement, de tous ces enjeux de transition écologique qui sont majeurs aujourd'hui. Bien évidemment, c'est une dynamique économique sur les territoires. La filière bois, c'est autant que la filière automobile en France. On ne le sait pas suffisamment. C'est plus de 400 000 emplois répartis sur l'ensemble du territoire. Et le matériau bois, c'est un des matériaux de l'avenir. Aujourd'hui, en termes d'innovation, on fait beaucoup de choses à partir de la fibre de bois, de la cellulose. Donc c'est un enjeu de développement des territoires et l'ONF, qui est un grand office, un grand service public des territoires, qui aussi permet aux Français d'avoir des forêts dans lesquelles ils pratiquent des activités de loisirs. Donc c'est vraiment un enjeu d'aménagement du territoire et de développement économique. Et donc l'ONF est un acteur essentiel sur lequel on doit se pencher. Aujourd'hui, il est en péril, cet enjeu? Oui. En fait, je pense que l'ONF ne s'est pas suffisamment réformé, adapté au fur et à mesure de la transformation des marchés, parce que le marché du bois aussi évolue, et qu'il faut aujourd'hui en faire un véritable outil au service des territoires et de l'économie forestière. Très bien. Anne-Catherine Mazier, centriste, sénatrice de la Côte d'Or. Vous venez de parler de forêt aussi. Vous êtes une cavalière émérite, j'ai vu. Vous adorez... Alors émérite, je ne sais pas, mais je monte à cheval. Vous montez à cheval. Vous êtes passionnée par cet ami de l'homme. Et vous savez qu'on est en plein procès sur le scandale de la vente de cheval qui était vendu comme du bœuf. Est-ce que vous attendez des choses importantes de ce procès qui est en audience pendant un mois Alors oui, j'attends des choses au sens de la transparence pour le consommateur. Personnellement, je ne suis pas contre la consommation de viande. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent je monte à cheval, donc voilà.
Mais effectivement, j'attends des choses en matière de transparence et de bonne et saine alimentation. C'est évident. Ouais. Et vous mangez du cheval? Alors personnellement, je n'en mange pas. Merci. Merci beaucoup. Anne-Catherine Loisier, centriste, sénatrice de la Côte d'Or. Merci d'avoir été notre invitée politique dans cette partie de l'émission. On passe à l'agenda. Ça va, ce qui se passe au Sénat. Alors, il faudra suivre dès 14h30 en séance l'examen d'une proposition de loi. Un texte sur le permis à points et la baisse, justement, de la limitation de vitesse à 80 km/h. Pour les auteurs du texte, ces 80 km/h renforcent le sentiment de déclassement des habitants des zones rurales. Résultat, il propose d'aménager le système de retrait de points en fonction de la gravité des infractions commises. Autre temps fort aujourd'hui au Sénat à 16h30, une audition du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, audition sur les situations au Moyen-Orient devant la Commission des Affaires étrangères. Et puis enfin, à la même heure, autre audition importante, cette fois-ci de la mission d'information sur la répression des infractions sexuelles sur les mineurs, audition de plusieurs associations de victimes. Agenda chargé, on passe maintenant à la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale notamment. Voilà, Saveria, on démarre tout de suite avec la une de Vaucluse Matin. Macron choisit la Drôme, Emmanuel Macron, pour le débat national aujourd'hui. Emmanuel Macron qui est annoncé demain à Valence, donc dans le cadre du grand débat national. Le président prévoit un déjeuner avec les présidents d'associations des maires et des maires ruraux de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que le président de la région, Laurent Wauquiez. Emmanuel Macron se rendra ensuite à Bourg-de-Péage, la ville de son ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, le Drômois qui l'accompagnera dans son déplacement. Il y aura moins d'interlocuteurs pour le président que lors des deux premiers déplacements. C'est ce qu'explique Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales et qui est également co-animateur du grand débat. Voilà, le manteau blanc est là, comme on dit, la neige est arrivée. C'est à la une de La Voix du Nord, le grand quotidien du Nord. La neige est là et avec elle les habituelles perturbations. Ce matin, les intempéries se déplacent vers l'est. 22 départements de la région Hauts-de-France au Var ont activé le plan Grand Froid qui ouvre donc de nouvelles places pour l'hébergement des sans-abri. Les Hauts-de-France, Lyon, la Côte d'Or, la Seine-et-Marne ont suspendu la circulation des transports scolaires pour aujourd'hui, tout comme certains secteurs montagneux comme les Pyrénées-Orientales où de fortes chutes de neige sont prévues. Ils en veulent 500 millions d'euros. C'est à la une de la Dépêche du Midi. Ce sont les Chinois qui veulent vendre l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est une information de la Dépêche du Midi. Le consortium chinois qui détient 49,9% des parts de l'aéroport. Depuis 2014, il cherche à se désengager. Les Chinois de Casil mettent en vente leur participation dans l'aéroport de Toulouse. Ils en veulent 500 millions d'euros. Le troisième aéroport de province avec 9 600 000 passagers en 2018 est au cœur des tensions entre les Chinois et l'État français. Au cœur, justement, la politique de redistribution des dividendes qui n'est pas suffisante pour les Chinois. Et dans la Nouvelle-Aquitaine, c'est dans les Landes qu'il y a eu une énorme tempête. Il y a 10 ans, la tempête Klaus, c'est à la une de Sud-Ouest, évidemment, aujourd'hui. Le 23 janvier 2009, la tempête Klaus ravageait le sud de la région. Elle faisait plus d'1,5 milliard d'euros de dégâts. Aujourd'hui, la région relève la tête. Dans les Landes, les sylviculteurs ont réussi peu à peu à se remettre de ces ravages. Reportage notamment à Rion-des-Landes, une commune qui est nichée au cœur de la forêt, qui avait été justement une des plus touchées par la tempête. Là, on termine avec un destin tragique. C'est à la une de Presse Océan, celui d'Emiliano Sala. Un avion qui s'est écrasé sans doute. L'avion du footballeur s'est abîmé en mer lundi soir. Le buteur nantais se rendait vers son nouveau club de Cardiff en Angleterre. Après avoir embarqué dans l'avion, Emilio Sala a envoyé un message vocal sur WhatsApp à plusieurs de ses proches, dont son père. Un message qui glace le sang. « Je suis dans l'avion, on dirait qu'il est sur le point de tomber en morceaux. Je vais décoller pour Cardiff. Si dans 1h30 vous n'avez pas de nouvelles de ma part, je ne sais pas s'ils vont envoyer quelqu'un pour me chercher parce qu'ils ne vont pas me retrouver. » Il termine « Qu'est-ce que j'ai peur ?» La police de Guernesey a interrompu ses recherches hier soir. Elles ont repris ce matin à l'aube sans grand espoir. Merci Saveria.
On va passer tout de suite à la météo de Gilles Mourou, le temps qu'il fait en France et dans les départements français aussi d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos chez nos confrères ce matin. Très bonne journée à tous. À tout de suite. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. À Aix-la-Chapelle, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont donné rendez-vous à l'histoire. Celle de 56 ans d'amitié franco-allemande, écrite président après président. Il y a toujours eu des contestations comme face à tout projet politique, mais pourquoi, à mes yeux, ça a une dynamique aujourd'hui ? Parce qu'on a peut-être trop laissé la parole à ceux qui doutaient de l'Europe et on a oublié de la défendre. Au regard de la période que nous traversons, faite de rivalités et de conflits, il n'est pas si évident d'avancer ensemble. Il va falloir travailler avec acharnement à essayer de nous comprendre le mieux possible. Pas seulement sur le plan linguistique, mais aussi intellectuellement et dans notre façon de nous organiser. C'est un peu toi et moi contre le monde entier, en tout cas contre l'Europe entière. Ils essayent, ils nous expliquent, c'est ça, ils nous expliquent qu'ils vont relancer l'Europe à eux deux avec leurs petits bras, contre ou en tout cas en laissant de côté les 25 autres pays, si on considère que les Britanniques sont déjà partis. franco-allemand. Oui, non, mais d'accord, mais alors, oui, sauf qu'ils parlent de l'Europe 12 fois en disant que c'est un projet européen. Le plus grave, ce sont deux mesures qui montrent que nos dirigeants ne croient plus dans la France et qu'ils organisent la vente à la découpe de notre pays. Sous couvert de coopération transfrontalière, il est convenu de mettre en place des eurodistricts qui auront pour effet de placer l'Alsace, car c'est l'Alsace qui est visée, pour une part, sous la tutelle de l'Allemagne. On ne fait pas de politique en jouant avec les peurs des Français. On ne fait pas de politique en insultant notre histoire. Et Marine Le Pen a insulté notre histoire, insulté l'histoire du territoire français, de l'Alsace et de la Lorraine. Je vous demande de lire entre les lignes. Entre les lignes, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ce traité organise la soumission de la politique étrangère, diplomatique et de défense de la France à l'Allemagne. Ceux qui oublient la valeur de la réconciliation franco-allemande se rendent complices des crimes du passé. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples qu'ils prétendent défendre en voulant faire bégayer nos histoires. Nous ne voulons pas négocier notre souveraineté. Cette ingérence à travers des lois, à travers des langues, etc., nous ne pouvons pas l'accepter. Mais on peut même regretter que de l'autre côté, Emmanuel Macron se prenne à défendre un traité dans lequel il y a très peu de choses. Et au bout du compte, quelques demandes des Allemands et certainement pas un traité qui aurait pu marquer le retour d'une forme de locomotive de la construction européenne, l'écologie. Voilà, c'était le Zap Matin de Christophe Combarieux. Demain, c'est la tête de liste du Parti communiste français aux européennes, Yann Brossat, qui sera notre invité politique dans Territoire d'Info. Voilà, on se retrouve avec toute l'équipe de la matinale demain. Rediffusion tout à l'heure, évidemment, 12h30, 14h. Et avec Alexandra Thierry, la chef d'édition, Michael Zamès, le rédacteur en chef. Et Savaïra Roger, qu'on se retrouve demain. Merci à tous, bonne journée, au revoir.